Voilà, c'est un honneur d'être à Bafoussam. Nous sommes partis des studios pour nous retrouver ici afin de produire cette autre émission de Talk sur Echo 237. Maître, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est un plaisir. À tous vos téléspectateurs. Merci. Malgré vos multiples occupations, c'est que vous êtes maire adjoint à Bafoussam Premier. Oui. En plus, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Oui. Et vous nous avez accordé cet entretien. Merci déjà pour cet honneur. Merci. L'honneur me soit aussi de m'adresser à vos téléspectateurs. Je suis très content de cette communication. Voilà, vous aimeriez que je poursuive avec le titre de maître, d'avocat, ou alors je vous appelle monsieur le maire? Monsieur le maire, c'est mieux. Oui, parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs que vous avez été maire déjà en 1996. Oui. Et vous étiez maire de Bafoussam. Oui, j'avais été élu maire, mais je n'ai pas exercé la fonction. Oui, pourquoi? Parce que le gouvernement avait donné des instructions pour que moi et tous ceux qui avaient été élus dans les grandes villes qui appartenaient à l'opposition ne soient pas installés. Le gouvernement avait donné ces instructions parce que, ayant constaté qu'ils ont perdu toutes les grandes villes du Cameroun, ils préparaient une réforme pour reprendre la gestion de ces villes. Et un an après, c'est-à-dire en 1997, la commune urbaine de Bafoussam, dont j'avais été élu maire, a été transformée en communauté urbaine. Tout à fait. Et un délégué de gouvernement nommé, c'est lui qui devenait maire, en lieu et place de celui qui avait été élu. Oui. Donc c'est dans ces contextes que, même ayant gagné la commune urbaine de Bafoussam en 1996, je n'ai pas exercé concrètement la fonction. Un délégué de gouvernement avait été nommé à ma place, ainsi que dans d'autres grandes villes, Bamenda, Boya, Konsamba, Edea. Yondo Marcel avait gagné la commune de Déa, mais il n'a pas exercé. Un délégué de gouvernement avait été nommé en ses lieux et places. Ah, c'est parce que vous étiez de l'opposition ou simplement? Oui, tout simplement. Parce que aux premières élections multipartites de 1996, le gouvernement avait perdu toutes les grandes villes, sauf Bertoua et Bolova, qui étaient restés dans le giron du RDPC. Toutes les autres grandes villes, Garoua, Maroua, les capitales régionales, tout à fait, étaient tombées sous la coupe de l'opposition. L'UNDP avait gagné la commune de Maroua, de Garoua et de Ngaoundéré. Et Marcel Yondo a gagné à Edea. Le SDF a gagné à Bamenda, à Bafoussam, en Konsamba, à Boya. Et ça fait que le gouvernement, ayant constaté cette large défaite, a introduit la réforme des délégués de gouvernement pour reprendre ce qu'il avait gagné dans les urnes. Et aujourd'hui, vous êtes maire adjoint de Bafoussam premier. Oui. Vous êtes le premier adjoint. Quatrième adjoint. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a certains qui estiment que les maires de l'opposition ont toujours des difficultés à pouvoir mieux exercer en tant qu'élus municipaux dans leur circonscription? Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. Tout dépend du dynamisme que le maire apporte dans la gestion de la municipalité. Tout à fait. Un maire qui est dynamique peut réaliser de grandes choses pour sa municipalité. Parce que si le gouvernement doit intervenir, ce n'est pas dans une commune précise, c'est dans un grand nombre de communes. Or, le parti au pouvoir contrôlant la majorité des communes ne peut pas prendre une action qui paralyse la majorité des maires, sinon lui-même en subirait les conséquences. Oui. Bon, à Bafoussam premier, j'avoue que je suis à mon 3e mandat, à Bafoussam premier, depuis 2007 que cette commune avait été créée. Et ce que j'ai constaté, c'est que le maire Nian Cyril a réalisé d'énormes bonnes choses sans être forcément du parti au pouvoir. C'est récemment qu'il a intégré le parti au pouvoir, mais le parti au pouvoir était charmé par ses réalisations. Tout à fait. Il savait qu'avec ces réalisations, il est difficile que le parti au pouvoir prenne cette mairie. C'est pour ça qu'ils ont joué ce jeu, on l'a fait décamper pour pouvoir utiliser sa popularité, son aura, pour reprendre la commune. S'il y avait quelque chose à refaire durant votre magistère, depuis que vous êtes maire dans cette commune, est-ce qu'il y a eu des manquements, vous personnellement, monsieur le maire? Oui, je pense que la décentralisation au Cameroun n'est pas complète, elle n'est pas totale. Oui. C'est une décentralisation que certains hauts responsables tapis à Yaoundé freinent de tous leurs moyens qu'ils peuvent.
par exemple, les compétences transférées, elles ne sont pas effectives. Le Code général des collectivités décentralisées confie aux mairies la gestion des écoles primaires, infrastructures et personnel. Cela voudrait dire que, en principe, c'est les maires qui devraient recruter les instituteurs. Mais vous voyez que cette fonction, les maires ne l'exercent pas. C'est encore le ministère de l'Éducation de base qui recrute les instituteurs. Donc, on nous a promis la mise sur pied d'une fonction publique locale qui devait permettre à ce que le personnel de la commune soit inséré dans une fonction publique, et ça permet aux maires d'exercer effectivement ce pouvoir de la décentralisation. Mais cela n'est pas effectif. On attend encore voir si un jour ça va se faire. Alors ça fait que il y a beaucoup de choses, et en plus la nouvelle réforme de la fiscalité locale retire aux mairies la collecte directe de certaines taxes que la mairie collectait directement. Cela a été confié au Trésor, au ministère des Finances, et quand nous savons que tout l'argent que le ministère des Finances collecte sur le terrain est versé dans un compte unique de l'État. Tout à fait. Ça fait que c'est difficile que cet argent revienne dans les communes. Alors l'application effective de cette fiscalité locale met les communes énormément en difficulté. Vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de communes du Cameroun, les employés sont dans les arriérés de salaire. Il en est de même pour la commune de Bafoussam-Premier. Nous avons des arriérés de salaire dus au personnel, juste parce que les recettes que nous percevions avant, nous ne pouvons plus les percevoir. Ça va directement au Trésor? Oui, ça va directement au Trésor. Et pour que le Trésor reverse à la commune, c'est une paire de manches, parce que ces recettes viennent trouver d'autres priorités budgétaires de l'État qui ne sont pas forcément les priorités de la commune. L'argent est viré quand la mairie réclame ce qu'il lui doit. Il n'y a plus des espèces pour compenser. Donc, il y a des choses comme ça. La décentralisation que nous vivons au Cameroun, elle est encore très arriérée. Elle n'est pas très effective. Mais avec le peu de moyens que les maires récoltent, ils peuvent quand même réaliser des choses au profit des populations. Ok, on va revenir justement sur l'actualité du moment. Oui, monsieur le maire, vous avez été accueilli dimanche dernier, le 11 mai, comme une véritable rockstar au sein du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, par les membres du directoire de ce parti et aussi les militants et sympathisants qui sont déplacés massivement afin de vous réserver cet accueil-là. Comment vous êtes senti en tant que nouveau militant de ce parti? Oui, j'avoue que j'ai été personnellement très agréablement surpris par le genre d'accueil qui m'a été réservé. Je ne m'attendais pas à voir autant de militants, autant de hauts cadres. C'est pratiquement tout le directoire du MRC qui s'est déplacé. Tout à fait. J'ai été très agréablement surpris, mais j'étais très content de cet accueil-là. Je pense que le MRC a tenu compte de la longue expérience que j'ai en politique, tout à fait, la longue expérience que j'ai accumulée dans le SDF. Près de 30 ans quand même. Oui, 33 années. Et en même temps, de l'expérience que j'ai eue dans le contentieux électoral et de ma longue expérience d'avocat tout court. Parce que le MRC a un collectif d'avocats qui est assez dynamique et les militants du MRC sont régulièrement persécutés dans le cadre de leurs activités politiques. Je crois que le MRC a compris qu'ils accueillaient une personnalité qui peut apporter beaucoup dans le combat qu'ils mènent pour mener régulièrement leurs activités et ensuite pour apporter l'alternance que tout le peuple camerounais attend. Je crois que c'est tout cela qui a justifié la mobilisation que nous avons vue et j'en suis très fier. Malgré les menaces d'interdiction du sous-préfet qui a pourtant autorisé cette réunion ou alors cette cérémonie, bon, tout s'est bien passé. Vous êtes quand même un vieux routier de la politique, vous l'avez vous-même évoqué, ça fait 33 ans quand même que vous militez au sein du SDF, mais beaucoup se demandent qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on vous mette à l'écart. Bon, le problème qui nous a fait exclure du SDF est extrêmement simple. Moi et les autres 35 camarades, nous avons tenu fermement que
au moment où le chairman est en train de quitter le parti, que les statuts soient respectés pour son remplacement. Tout à fait. Parce que le chairman était déjà extrêmement malade et très affaibli et ne pouvait plus tenir. Il a annoncé publiquement dans des conférences de presse et même au cours des réunions du bureau national qu'il quittait la direction du parti et que le SDF devait se chercher un nouveau chairman. Et en conséquence, il ne devait plus être candidat du parti à une quelconque élection présidentielle. Alors, quand le chairman l'a dit, normalement, des ambitions se sont affichées. Avant qu'il ne fasse cette déclaration, déjà en 2011, l'honorable Jean-Michel Nietzsche, avec clairement au cours d'une réunion, dit au chairman que si lui, chairman, ne va pas être candidat à l'élection présidentielle de 2011, lui, Nietzsche, ça entend se porter candidat au nom du parti. Donc, il avait dévoilé très tôt ses ambitions. Et je crois que ces ambitions-là se sont heurtées à la classe conservatrice du SDF. Tout à fait. Cette classe conservatrice constituée essentiellement d'anglophones, qui estime que le SDF est un parti des anglophones. C'est un parti qui a été fait pour promouvoir les anglophones. Mais ce n'est pas la même perception qui était faite avant. Non, oui. c'est pas ça, mais cela s'est installé. Oui. Si bien que pour eux, s'il y a un poste important dans le parti, il ne peut profiter qu'à un anglophone. Vous allez voir à titre d'exemple que le chairman avait réussi à placer son conseiller politique au Conseil constitutionnel. Tout à fait. Le professeur Nkui, il est militant du SDF. Il est membre du Conseil constitutionnel. Donc, c'est un anglophone. Ce poste aurait pu profiter à un francophone. Le SDF le chairman avait également fait un lobby. Il a placé un membre au conseil électoral de l'ECA, M. Tamko. Il est originaire du sud-ouest. Et donc, ce que je veux dire, c'est que à quelques mois de la convocation du congrès pour trouver un nouveau président du parti, le chairman a signé un ensemble de textes. Il a fait en violation des statuts du parti. C'est-à-dire qu'il a refait le shadow cabinet, qui est le gouvernement de l'ombre prévu par le statut du SDF. Et les textes du SDF disent que les membres du shadow cabinet sont d'office membres du bureau national. Et devenant membres du bureau national, ils sont d'office délégués au congrès. Il a nommé le shadow cabinet et dans le shadow cabinet, il a placé en priorité les soutiens de Joshua aussi. Des personnes qui étaient fidèles à Joshua aussi. Donc certains n'étaient même pas militants du SDF avant. Il a remplacé les membres qui étaient soit démissionnaires ou décédés du bureau national. Et en nommant des gens au bureau national, alors que les membres du bureau national sont élus au congrès, il a pris en priorité les membres les personnels qui étaient fidèles à Joshua aussi. Oui. Nous avons estimé que c'était en violation des statuts du parti. Parce qu'en passant, le chairman a également remplacé le secrétaire général du parti. Jean Tsomelo, qui était très critique vis-à-vis de Joshua aussi, a été remplacé par Njomnang Adeline, maître Njomnang Adeline, qui était une fidèle des fidèles de Joshua aussi. Bon, ce remplacement, le chairman pouvait le faire sans problème. Mais c'est les autres membres là. Nous lui avons dit que pour que quelqu'un devienne membre du bureau national du parti, les textes du parti prévoient qu'il milite 5 ans. Tout à fait. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un comme Dr Kakde, qui n'était pas militant du parti, pour en faire un ministre du SDF et en faire membre du bureau national. Il n'a pas milité 5 ans. Il fallait rechercher un militant du parti qui a milité 5 ans, qui remplissait ces conditions. Ça, c'est juste un exemple de violation de texte. Il y en avait beaucoup. Nous avons donc fait une pétition à l'intérieur du parti pour demander à ce que ces décisions soient revues. Parce que nous avons reproché au chairman de fausser le jeu au congrès avant le congrès, en donnant d'office des délégués à un candidat. Et on lui a dit non. Le slogan du parti, c'est égalité des chances. Cette égalité des chances est rompue
en même temps des textes du parti violés. Notre pétition a été envoyée au département juridique du parti pour que les conseillers juridiques du parti étudient si les décisions du chairman violent les statuts du parti ou pas. Alors les gars du département juridique ont pris le texte et parmi les membres du département juridique, il y avait beaucoup de soutien de Joshua aussi. Alors ils ont décidé de ne pas répondre à cette requête. Nous avons attendu les réponses, on n'a pas vu. Et la seule chose qui nous restait à faire, puisque le congrès approchait, c'était d'obtenir que la justice déclare ces décisions illégales pour qu'on les rectifie. Nous avons saisi la justice. Le parti a très mal pris que nous ayons amené le parti en justice parce que ce n'est pas le chairman que nous avons assigné en justice. Nous avons assigné le Social Democratic Front, tout à fait, représenté par son président. Cela nous a valu d'être exclus du parti parce que nous avons saisi le tribunal pour contester des décisions qui étaient prises en violation des textes du parti. Voilà les circonstances qui justifient notre départ. Bon, ces textes visaient à donner à Joshua aussi la légitimité pour se faire élire chairman du parti. Et il n'avait même pas besoin de ça pour se faire élire. Il avait juste besoin de faire une bonne campagne et de mobiliser le maximum de militants. Mais connaissant les candidats qu'il avait en face, quelqu'un comme l'honorable Jean-Michel Nietzsche, il savait qu'il n'a pas de chance de se faire élire chairman. Tout à fait. Bon, ils nous ont exclus et il a été élu chairman. La chose logique que nous nous attendions, c'était qu'il organise la réconciliation pour et réadmettre tout à fait, oui, les hauts cadres qui ont été exclus parce que c'était quand même des cadres assez importants pour le parti. Cela n'a pas été fait. Nous avons été plutôt l'objet des insultes dans les médias pour dire que oui, la pègre a été balayée, maintenant le parti se porte bien, etc. etc. Bon. Et depuis 2 ans, vous êtes resté sans parti politique jusqu'à ce que vous acceptiez. Je ne sais pas si c'est vous qui avez accepté l'appel, si c'est le MRC qui est venu vers vous, ou alors si c'est vous-même qui êtes allé vers le MRC. Finalement, d'aucuns estiment qu'il y a eu un deal entre le MRC et vous pour que vous acceptiez justement être militant de ce parti. Non. Comment ça s'est passé? Il n'y a eu aucun deal. J'ai pris 2 années pour réfléchir. Oui. Parce que mon objectif était de continuer le combat que j'ai commencé dans le SDF. Ce combat qui vise à faire que nous ayons une vraie démocratie dans notre pays, qui se matérialise par une bonne gouvernance, par une alternance au sommet de l'État, etc., etc. Donc, je me suis posé la question dans quel parti je peux continuer ce combat. Ça m'a pris une réflexion assez profonde. J'ai consulté beaucoup de gens entre-temps et toutes les consultations convergeaient vers le MRC. Le seul parti qui pendant 2 ans m'a approché constamment. Le MRC? Non, non, non. Pour que j'aille militer là-bas, c'est le RDPC. Le RDPC m'a contacté par des cadres de haut niveau, demander que je vienne militer dans ce parti. Mais pourquoi vous avez refusé? C'est un parti quand même qui a beaucoup de moyens. Oui, oui. Mais c'est un parti qui ne cadre pas avec mes convictions politiques. Je ne voulais pas aller dans un parti dans lequel je n'aurais pas la liberté de m'exprimer. Dans un parti où j'aurais peur de défendre mes convictions. Parce qu'on va dire, voilà un espion qui est arrivé. Donc, le RDPC, vraiment, sa gestion du pays ne cadre pas avec mes convictions. Je me suis arrêté au RDPC. Pourquoi? Parce que je connais le président Kamto avant même qu'il n'ait créé le MRC. J'ai fait un voyage aux États-Unis avec le président Kamto. Nous avons passé 1 mois ensemble et je lui ai rendu visite 2 ou 3 fois avant qu'il n'ait créé son parti. Et depuis que le MRC existe, j'ai constamment défendu ces militants en justice. Parce que j'ai des confrères avec qui je m'entends beaucoup. Par exemple, Maître Sim, qui est vice-président national du MRC, est un ami qui est très proche. Et pendant tout ce temps, il ne vous faisait pas la cour, par exemple, de revenir? Non, pas du tout. Aucun responsable du MRC ne m'a contacté. Aucun. Pour que je rejoigne le MRC. Je n'ai eu aucune négociation
avec le MRC pour rejoindre ce parti. Je n'ai reçu aucune promesse. J'ai décidé de moi-même d'aller dans le MRC. Et j'ai contacté le régional pour dire que j'ai quelques amis conseillers que j'ai pu convaincre pour que nous puissions venir militer chez nous. Il n'y a rien qui est gratuit, qui est fortuit en politique. Est-ce que c'est la position qu'occupe le MRC aujourd'hui? Ça veut dire, non seulement c'est un parti qui est populaire, qui a quand même pignon sur rue dans l'opposition camerounaise. Maintenant, la position qu'occupe peut-être son président, dont la candidature à l'élection présidentielle fait l'objet de controverses. Et c'est pas ça qui vous a dit, je peux peut-être, en militant dans ce parti-là, aider le professeur Maurice Kamto à devenir candidat? Non, il est vrai que dans nos négociations, dans nos analyses, nous avons vu que notre adhésion, mes camarades conseillers et moi, notre adhésion renforcerait la légitimité du MRC à investir directement un candidat. C'est juste une conséquence de notre adhésion. Mais ce n'est pas ce qui a motivé notre adhésion. Notre adhésion est motivée par le fait que c'est le seul parti dans lequel on se sent à l'aise à exprimer ses idées. Des idées qui vont dans le sens de la lutte pour l'instauration d'une vraie démocratie au Cameroun. Ça, c'est la motivation principale. Maintenant, nous étions conscients que cette adhésion donne la légitimité au MRC d'investir directement son candidat. Et ça nous a réjoui davantage de venir renforcer les élus du MRC. Mais je voudrais préciser que nous ne sommes pas les premiers. Tout à fait. Avant nous, certains élus, conseillers municipaux dans le littoral, avaient déjà adhéré au MRC. Donc ce parti avait déjà des élus, avait déjà la légitimité de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Et notre arrivée a juste renforcé cette assise légitime, à savoir que le MRC avait déjà des élus. Nous venons renforcer le potentiel des élus du MRC et cela pouvait lui permettre, si le parti choisit cette voie, d'investir directement un candidat sans que ça crée beaucoup de débats. Mais il y a tellement de controverses, beaucoup de controverses autour justement de ce mandat impératif. Il y a des professeurs même agrégés de droit, des juristes qui créent de controverses sur la question. Finalement, on ne sait plus à qui faire confiance. Parce que quand on écoute ces experts sur les plateaux de télévision, est-ce que chacun interprète les textes selon plutôt les opportunités ou alors peut-être les avantages qu'il en tire? Parce que finalement, il y en a qui estiment, parce que hier, par exemple, lors de votre investiture, de votre accueil au sein du MRC, il y a le professeur, ce juriste, Tim Cheng, qui a expliqué les raisons qui attestent désormais que le professeur Maurice Kamto sera candidat, que cela ne souffre plus d'aucun doute. Mais finalement, on a écouté d'autres experts sur d'autres plateaux qui disent le contraire. Finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir qu'il y a beaucoup d'intellectuels camerounais qui sont doués d'une extrêmement mauvaise foi. La loi est claire et son interprétation ne devrait souffrir d'aucun quiproquo. L'article 121 ne dit pas que pour investir un candidat, le parti doit avoir participé à l'élection précédente. Non. Il ne faut pas confondre participer à une élection et avoir des élus. En d'autres termes, on peut ne pas participer à une élection et avoir des élus, être représentés dans une assemblée. Par exemple, si vous prenez les élections sénatoriales, ni Issa Chiroma Bakari, ni le feu d'accueil d'Assala ne sont allés aux élections sénatoriales. Mais ils ont des élus. Tout à fait. Ils ne sont pas allés, ils n'ont pas eu de sénateurs, mais le président a nommé des sénateurs au sein de ce parti-là. Donc ça veut dire que l'élection n'est pas la seule possibilité d'avoir des élus. Et il vous souvient que en 92, le RDPC avait pris les élus du MDR pour constituer une majorité au Parlement. Les 6 députés du MDR, c'est ces 6 députés qui sont venus sauver le RDPC, que le gouvernement ne tombe pas, puisque le RDPC était minoritaire au sortir des résultats des élections législatives de 1992. Donc eux aussi, ils ont profité
de la venue de certains députés dans leur rang pour soutenir leur cause. Alors ça fait que quand on est élu, on a un mandat. Et ce mandat-là, il a une période. Il est attaché à la personne de l'élu. Parce que la loi dit que le parti doit être représenté à une assemblée. Le parti n'est pas une personne physique pour aller s'asseoir dans une assemblée. Le parti ne peut être représenté dans une assemblée que par un élu. Tout à fait. Maintenant, quand vous êtes élu, vous avez votre casquette d'élu qui est attachée à votre personne. Si vous êtes exclu de votre parti, vous restez quand même avec ce mandat. Oui, comme c'est votre cas. Oui, c'est mon cas. Oui. J'ai été exclu du SDF en 2023. Tout à fait. Mais on ne m'a pas chassé de la commune. Oui, maintenant, si le SDF veut compter ses conseillers municipaux, vous en faites partie toujours, non? Non. Non. C'est donc cette confusion qui est créée. Je ne fais plus partie des conseillers municipaux du SDF. Mon exclusion balaye toute allusion au SDF de faire partie, de compter encore sur mon mandat. Tout comme la démission du maire avec la quarantaine de conseillers qui sont partis au RDPC avec lui, enlève au SDF ce mandat. Il n'a plus. Le SDF est aujourd'hui représenté à la commune de Bafoussam Premier par peut-être 2 ou 3 conseillers sur 61. Tous les autres se sont éparpillés. Donc, ça fait que quand vous partez de votre parti, quand vous êtes exclu d'un parti, ou quand vous démissionnez d'un parti, vous gardez votre mandat. Quand vous adhérez à un nouveau parti, c'est avec ce mandat-là. Ce mandat est transféré à votre nouveau parti. Ça fait que ce parti peut se prévaloir d'être représenté dans cette institution. À savoir qu'aujourd'hui, le MSC peut se vanter d'être représenté au conseil municipal de Bafoussam Premier par 4 conseillers. Tout à fait. En attendant que les autres arrivent, par 4 conseillers. Alors, s'il est représenté par 4 conseillers, ça veut dire qu'il a des élus qui sont venus par le biais de la transhumance politique. Tout à fait, tout à fait. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, c'est les juristes qui interprètent autrement cet article, font une interprétation erronée de l'article 121. Aujourd'hui... Donc c'est fait à dessein. Oui, c'est fait à dessein, c'est des interprétations partisanes. C'est fait pour soutenir une cause, ce n'est pas pour éclaircir les Camerounais, mais pour démontrer la loi. La loi est peut-être mal écrite, il faut la repréciser. Tout à fait. On n'a pas dit le parti qui est allé aux élections, le parti qui est représenté. La loi dit expressément qu'il faut que le parti soit représenté dans une assemblée. Vous êtes représenté comment? Par des personnes physiques. Tout à fait. Donc, si vous réussissez à arracher un élu dans un parti, ça vous donne la représentation. À ce moment, vous avez qualité pour investir un candidat à l'élection présidentielle. Donc, moi, je pense que il faudrait que les gens interprètent les textes tels qu'ils sont écrits. Voilà. Et vous savez, moi, je suis convaincu que cette hypothèse ne sera ni acceptée par l'ECAM, ni acceptée par le Conseil constitutionnel, qui sont des instances constituées en majorité des anciens militants et sympathisants du parti au pouvoir. La plupart des gens qui siègent là ont été militants actifs du RDPC. Si vous prenez le ministre Lekene Donfak, il a été ministre RDPC et militant du RDPC dans la mémoire. Vous pouvez compter sur beaucoup d'autres personnes. Celle qu'on vient de nommer, la dame de l'Est, là, ça a créé scandale parce qu'elle était encore membre du comité central. Tout à fait. Du RDPC. Et ancien sénateur également. Voilà. Donc, quand vous avez des gens comme ça qui ont été longtemps partisans, ce n'est pas en entrant dans cette assemblée qu'ils vont devenir indépendants. Donc vous estimez que les dés sont pipés d'avance pour l'opposition? Oui, les dés sont pipés d'avance et c'est pour ça qu'il faut se battre. Le Conseil constitutionnel et le Conseil électoral ne sont pas des institutions qui sont favorables à l'opposition. C'est des institutions qui se battent pour maintenir le président actuel au pouvoir et pour maintenir le RDPC au pouvoir. Parce que la plupart d'entre eux ont milité effectivement et activement dans ce parti. Si vous prenez le président du Conseil électoral, Ino Abrahams Egbe, qui a été gouverneur du Nord-Ouest, gouverneur de l'Adamawa, gouverneur du Sud.
vous savez que le gouverneur participe aux assemblées du RDPC, qui a été inspecteur général au MINAT. Donc c'est quelqu'un qui a été militant du parti au pouvoir, qui doit toute sa carrière, tout ce qu'il est devenu, c'est grâce au parti au pouvoir. Donc un monsieur comme ça, comment croyez-vous qu'il va être indépendant? Vous prenez Dorothy Ndjema, qui est membre du conseil électoral, qui a été membre du comité central du bureau politique du RDPC. À l'époque, quand on avait critiqué leur nomination, on nous a expliqué qu'ils ont démissionné. Mais c'est des démissions factices. Mais pourquoi c'est seulement aujourd'hui que l'opposition pose ce problème avec acuité? Parce que les années antérieures, lors des élections, à l'approche des élections passées, on n'a pas eu ce genre de revendications. On a comme l'impression que c'est aujourd'hui qu'on éclaire la lanterne des Camerounais sur certaines expressions utilisées de droit, en fait. Non, les contestations sur le code électoral, par exemple. Oui, le code électoral. Dans le SDF, nous l'avons contesté énergiquement avec le chairman. Et nous avons même fait des propositions. Vous n'avez pas été soutenu par d'autres partis de l'opposition, apparemment. On n'a pas fait beaucoup de tapage là-dessus avant. Et parce qu'il n'y a pas encore les réseaux sociaux aujourd'hui, qui sont venus renforcer aussi voilà. cette dynamique-là. Les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés que maintenant. Oui. Et il va vous souvenir que il y a eu un collectif de l'opposition, avec l'opposition actuelle, tout à fait, qui a réécrit un projet de code qui est allé à la présidence. Thomas Mondamjoy, à la cérémonie des vœux de janvier, a même interpellé le chef de l'État dessus, qui a prétendu n'avoir pas vu ces propositions. Mais il a dû les voir. Mais comme ils savent que l'actuel code leur est favorable, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il change. Donc, c'est un peu ça. Mais je pense que même avec ce code électoral, si l'opposition s'organise bien, si les militants de l'opposition sont dressés de manière que chacun devient le gendarme des élections, on peut avoir des résultats positifs. Si avec ça, l'opposition peut gagner des communes, ça veut dire que si sur un plan plus large, si l'opposition s'organise pour contrôler un grand nombre de scrutateurs de part et d'autre. Oui. Si on peut choisir des gens incorruptibles dans les bureaux de vote, des gens qui vont permettre... Parce que l'embêtant, c'est que parfois, il y a des zones où l'opposition n'arrive pas à avoir le procès verbal. Et ça pose le problème de la liste électorale que Elecam ne veut pas publier. Parce que justement, quand on fait l'élection, comme eux, ils cachent le nombre d'électeurs. Ils voient à peu près quelles sont les zones où l'opposition n'est pas représentée, comment gonfler l'électorat dans ces zones, falsifier les procès-verbaux pour venir combler là où le parti, l'opposition a gagné avec de larges majorités. C'est pour ça que, parce que si on avait la certitude que nous allons aux élections présidentielles avec 8 millions d'électeurs, si on se retrouve avec le suffrage de tous les candidats qui dépassent 8 millions, ça veut dire qu'il y a eu fraude. Et là, on peut annuler cette élection les yeux fermés. Mais pourquoi Elecam cache le chiffre des inscrits? Justement, c'est pour organiser ce genre de fraude-là. C'est-à-dire que si on trouve qu'il y a plus de votants que les gens qui sont réellement inscrits, ils vont vous sortir un chiffre d'inscrits qui va correspondre avec les manœuvres qu'ils ont concoctées. Et c'est en ça que la non-publication de la liste électorale, c'est le début de la fraude électorale. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des efforts qui sont faits par rapport à avant? C'est-à-dire, on a évolué quand même, non? Et les CAM, à travers peut-être l'acquisition de nouveaux kits, il y a 1000 kits récemment qu'ils ont acquis, et ils estiment que ça va faciliter quand même le travail sur ce plan-là. Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même qu'il y a des avancées? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait des avancées. Et les CAM n'a pas bougé d'un iota par rapport à la lutte contre la fraude électorale. Il y a plein de choses. Les kits qui sont arrivés là, on a quelle garantie que d'ici la convocation du corps électoral, Elecam peut inscrire 5 millions de personnes, par exemple. Elecam devait organiser des inscriptions populaires, c'est-à-dire se déplacer même dans les services pour inscrire les gens, se déplacer dans les établissements pour inscrire les gens. Ce n'est pas ce qui est fait. Ils vont s'asseoir quelque part, ils attendent que les gens viennent. Or, si vous prenez une métropole comme Douala, où des gens sont plus préoccupés par leur gagne-pain quotidien, parce qu'ils souffrent, etc., mais
c'est pas facile de trouver un monsieur qui demande une permission d'une demi-journée pour aller s'inscrire. Oui. C'est compliqué. Mais ces temps, il y a la population qui reproche justement les acteurs de l'opposition, en particulier, de toujours aller vers ces élections-là de manière dispersée. D'où des initiatives comme le groupe de Douala qui a été mis sur pied par Anissé Kané, Sambaka et bien d'autres. Que pensez-vous justement de ce projet? Est-ce qu'il n'est pas temps que l'opposition puisse se fédérer leurs énergies autour d'un seul candidat? Oui, c'est vrai, c'est normal, c'est bien que ce genre de regroupement soit fait. Mais je crois que il faut compter sur les égoïsmes des leaders de l'opposition. Il y a beaucoup d'égoïsme là-dedans. À savoir que quand vous faites un regroupement comme ça, c'est chacun qui veut être en tête. Tout à fait. Même celui qui n'a pas de militant du tout. Si les leaders pouvaient s'asseoir, je prends l'exemple de 92. En 92, quand le SDF siège pour désigner son candidat à l'élection présidentielle, l'Union pour le changement avait déjà siégé en l'absence de Frundi, qui était occupé à préparer son congrès. L'Union pour le changement s'était réunie et avait désigné son candidat. Frundi n'était pas là. Pendant le congrès, l'Union pour le changement a envoyé un émissaire au congrès du SDF pour dire que vous voulez choisir votre candidat à l'élection présidentielle, choisissez que nous, l'Union pour le changement, nous avons déjà notre candidat, qui est John Frundi. Donc, c'est parce que ces leaders avaient reconnu l'assise populaire du SDF et la popularité de son candidat. Si les leaders de l'opposition s'associent et disent que bon, on reconnaît que tel est mieux placé, de par l'implantation de son parti et de par la popularité de la personne pour être notre leader, si de manière objective, les gens peuvent reconnaître cela, ce serait une très bonne chose. Moi, j'ai proposé à ce que ces leaders-là prennent pour référence la dernière élection présidentielle et les rangs que chacun a occupés. Si vous allez à la dernière élection présidentielle, vous voyez comment les gens ont occupé les postes. Ça voudrait dire, ça souligne l'implantation et la popularité de cela à ce moment-là. Tout à fait. Il faut en tenir compte dans le choix du candidat. Mais donc, estime que c'est parce que c'est un parti politique de l'opposition joue le jeu du parti au pouvoir. S'ils ne sont pas réellement des opposants et ils sont là pour diviser les opposants. C'est vrai et c'est normal. Le parti au pouvoir infiltre énormément l'opposition pour la casser, pour éviter une dynamique unitaire. J'ai personnellement expérimenté cela. Je crois que c'était à l'occasion du regroupement de 2004. L'opposition s'était réunie pour choisir, pour désigner un candidat à l'élection présidentielle, un candidat unique. Les réunions sont allées jusqu'à la dernière minute où Issa Chirouma Bakari et Sanda Oumarou sont allés chercher Edouard Akame Foumou, un militant notoire du RDPC, pour vouloir l'imposer comme candidat unique de l'opposition. Sous prétexte qu'il est du Sud, il a démissionné du RDPC, il est mieux placé pour fragiliser le chef de l'État dans son fief et pour faire que l'opposition gagne. Mais en fait, c'était une manœuvre pour soit mettre quelqu'un qui en dernière minute va démissionner et demander qu'on soutienne le président, soit pour casser la dynamique de l'élection des candidats uniques consensuels de l'opposition. Et cette stratégie a marché. Et ceux qui l'avaient initié ont été récompensés par la suite. Ils sont avec le gouvernement actuellement. Donc, moi, je pense que c'est de bonne guerre. On est en politique. Chacun fait le maximum d'efforts pour fragiliser son adversaire. Ce que je voudrais, c'est que nos leaders de l'opposition copient l'exemple de nos frères en Afrique de l'Ouest, qui sont des patriotes et des nationalistes, qui pensent à l'intérêt de leur pays, à l'intérêt de leur population, avant de penser à leurs intérêts personnels. J'ai l'impression au Cameroun que beaucoup de Camerounais militent pour chercher un intérêt personnel, pas pour chercher un intérêt pour les populations. Donc, j'encourage tout regroupement de l'opposition qui soit de nature à faire qu'on ait une candidature consensuelle. Parce que si on a une candidature consensuelle, ça renforce l'assise de l'opposition sur le terrain, ça renforce la surveillance des élections
on aura plus de bras, plus de personnes et tout cela. Et ça fait qu'on a plus de chances de gagner. Mais je ne voudrais pas qu'on mette dans la tête des Camerounais que sans ça, on ne peut pas gagner une élection. Tout à fait. C'est le peuple qui doit jouer son rôle. Oui. Voilà. Monsieur le maire, on va sortir bientôt de cet entretien. Déjà, il faut dire que vous êtes très très occupé. Les téléspectateurs peuvent le constater. Vous êtes en pleine audience. Et la cour a repris. Voilà, la cour a déjà repris. Oui. Mais peut-être une dernière question. Comment entrevoyez-vous l'avenir avec le MRC? Vous qui êtes entré par la base, vous avez bien précisé hier, vous n'êtes pas entré par le sommet, comme certains. Compte tenu justement de vos années en politique, de ce que vous représentez sur l'échiquier politique camerounaise. J'ai pleinement confiance au MRC, pleinement confiance en ce que le candidat de ce parti, même s'il n'est pas investi par le MRC, s'il est investi par un autre parti, que ce candidat soit en mesure de gagner l'élection présidentielle et d'apporter l'alternance. C'est le sens que je donne à mon adhésion à ce parti, à savoir que je vais mobiliser autour de moi toutes les forces possibles, tous les militants qui le veulent, pour que nous puissions unir nos forces et qu'on apporte à ce parti tout le combat et toutes les forces qu'il faut pour avoir un résultat positif à l'élection de 2025, l'élection présidentielle de 2025. Donc, je ne viens pas pour un temps, je viens pour finir ma carrière politique dans ce parti. Et si le professeur Maurice Kamto venait à ne pas être candidat, peut-être ça pourrait être une surprise. Est-ce que le MRC aura le même engouement autour peut-être d'un candidat qui sera désigné, peut-être venant d'une coalition avec un autre parti? Oui, moi je pense que ce que nous recherchons, c'est l'alternance. Oui. Quelle que soit la personne qui nous apporte cette alternance. Si à jamais il arrive que le professeur Maurice Kamto ne soit pas investi du tout de manière définitive et que là, il appartiendra maintenant au directoire du MRC de se réunir et de voir sur quel candidat reporter les voix du MRC. Les consignes seront données. Tout à fait. Et nous pensons que on peut valablement soutenir un autre candidat de l'opposition qui vise à faire changer les choses. Moi, j'apporterai mon soutien, même si ce n'est pas le professeur Maurice Kamto. Merci infiniment, monsieur le maire. Je rappelle aux téléspectateurs que, d'ailleurs, je vous invite à regarder l'intégralité des explications données à l'endroit justement des militants du MRC qui étaient présents lors de l'investition, on va le dire ainsi, de monsieur le maire au MRC. Le professeur Tim Chua qui a expliqué les possibilités qui s'offrent au professeur Maurice Kamto pour être investi par son parti, le MRC. Donc, écoutez jusqu'à la fin. C'est vrai, c'est long, mais il dit des choses très pertinentes. Dans cette cérémonie, chers amis politiques, chers participants, va consolider définitivement la participation assurée du professeur Maurice Kamto à la présidentielle 2025. Alors, pourquoi je le dis? Parce que tout le débat qui est nourri aujourd'hui tourne autour de la compréhension de l'article 121 du Code électoral. Et pour que les choses soient suffisamment claires, vraiment vous m'avez imparti un temps assez... Mais je crois que cette communication, laissez-moi un peu dérouler, s'il vous plaît. L'article 121 dit ceci. Les candidats peuvent être, 2 points. Ça c'est l'alinéa 1. Les candidats peuvent être, 2 points. Petit 1, soit investi par un parti politique, et il n'y a plus de précision, soit investi par un parti politique, soit indépendant, à condition d'être présenté comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membre du Parlement, soit de conseiller régional, d'une chambre consulaire, de conseil municipal ou de chef traditionnel de premier degré. Alinéa 2, c'est alinéa 2 qui fait problème. Le candidat investi par un parti politique non représenté, notez bien, par un parti politique non représenté. Le texte ne parle pas d'élu, même si quelque part on peut assimiler la représentation avec l'élu. Je vais y arriver. Donc, le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, applicables aux candidats indépendants. Voilà l'article 121. Et donc, de contenu que je viens de décliner,
Il y a donc deux modalités d'investiture. Il y a la candidature indépendante. Elle ne nous intéresse pas, même si elle est accessible. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire comment c'est accessible. Et la deuxième modalité, c'est l'investiture par un parti politique. Et cette modalité-là appelle trois alternatives. Soit on est investi, soit le professeur Kamto est investi par un parti de l'alliance qui porte sa candidature, l'APC, ayant déjà des militants depuis 2020, et le moment venu. Je crois que pour l'instant, cela rentre dans le cadre des stratégies, mais j'ai la certitude qu'au sein de l'APC, il y a des partis qui avaient pris part à l'élection 2020 et qui ont des élus depuis 2020. Le PN appréciera l'opportunité, le moyen par lequel il va se présenter. Deuxième alternative, il peut être présenté par un autre parti hors de l'APC, ayant également des élus depuis 2020. Et à cet égard, nous avons vu les offres de quelques partis, notamment dans la Léquier. N'est-ce pas qu'ils nous ont tendu la main? Les plénipotentiaires sauront s'il faut saisir cette main ou pas. Mais c'est une deuxième alternative. Troisième alternative, il peut être investi par le FCC ou par le MRC. Et c'est cette dernière déclaration qui est le problème. Mais je peux vous dire que cette cérémonie a résolu définitivement cette polémique-là. Au cœur du débat, il y a la question de la notion de parti représenté. La notion. Et nulle part dans le code électoral, j'ai lancé le défi à l'échelle nationale. J'ai dit, apportez-moi le texte qui définit la représentation au sens du code électoral. Il n'y en a pas. Et dans ces conditions, il faut rechercher dans l'ensemble de l'arsenal juridique national pour retrouver des repères qui nous permettent de nous situer. Et le seul repère valable, c'est l'article 15 de la Constitution. Et cet article 15 dispose, vraiment, excusez-moi, alinéa 2, je blesse l'alinéa 1. Chaque député représente l'ensemble de la nation. Alinéa 3, tout mandat impératif est nul. Voilà l'article 15 de la Constitution. Alors, deux questions se posent maintenant. Alors, est-ce que cet article 15, qui fonde le sens que nous donnons à la représentation, est applicable aux conseillers municipaux? Puisque c'est un texte qui a été élaboré pour les députés. Ça, c'est une question qui vient. Et que les gens me posent. Nous aurons la réponse là maintenant. La deuxième question, c'est quelle est l'incidence de cette cérémonie sur la candidature que le professeur Kamto pourrait présenter par le FCC ou le MRC? Voilà donc les deux questions qui vont donc constituer la charpente de mon déroulement. Sur le premier point, l'applicabilité de l'article 15 de la Constitution aux conseillers municipaux. Autrement dit, est-ce qu'on peut entendre la représentation en référence aux conseillers municipaux alors que le texte a été rédigé pour les députés? Alors, comme je l'ai dit, il n'y a dans le code électoral aucune disposition qui précise le sens de la représentation tel que voulu par le code électoral. Et donc, le droit, c'est un art, c'est une science. Et lorsqu'il y a un vide juridique, mais il y a des techniques qui permettent d'arriver à la solution. Et parmi ces techniques-là, il y a ce qu'on appelle le raisonnement par analogie. L'analogie en droit, c'est quoi? C'est un mécanisme de raisonnement en droit qui permet d'étendre une règle clairement posée à une situation à une autre qui lui est analogue. Or, au cœur de la disposition qui est posée pour les députés, mais est transposable au cas des maires. C'est ça la technique de l'analogie. Et surtout, il faut noter que l'article 15 parle en des termes suffisamment généraux. Et quand je prends notamment l'alinéa 3, on dit tout mandat impératif est nul. Mais le tout, cela donc s'applique à tout mandat électif, sans exclusive. Et dans tous les cas, quand je le dis, ce n'est pas, je le dis peut-être scientifiquement d'abord, mais on doit également s'appuyer sur la jurisprudence nationale. Et notre contexte politique nous présente
des cas de jurisprudence. Le 22 septembre 2014, allez taper dans les réseaux, les journalistes qui sont là savent. Madame Élise Henriette Mboula, épouse Essamé, maire de Konsamba, 3e, est exclue du RDPC. Maire de Konsamba, 3e, en 2014. Elle est exclue parce que elle est allée constituer un groupe pour être élue, alors que le RDPC avait donné des consignes pour l'élection d'un autre. Énervé, non? Le conseil de discipline du RDPC l'a exclue, mais étant donné qu'elle avait reçu le vote du conseil municipal, elle est restée en poste jusqu'en 2020. Madame Essamé, maire de Konsamba, 3e. Et Monsieur René Emmanuel Sadi, alors ministre de l'administration territoriale, membre du comité central du RDPC, avait été interrogé sur le sort de Madame Essamé par rapport à son mandat de maire. Et que dit monsieur René Emmanuel Sadi? Il dit, en dépit de la sanction qui lui a été infligée, Madame Élise Henriette Essamé demeure maire de Konsamba 3e, département du Mungo, sauf si le conseil municipal venait à décider autrement. Deuxième hypothèse, le 6 novembre 2024, monsieur Nyan Cyril, maire de la commune de Bafoussam 1er, démissionne du SDF et rallie le RDPC. Je crois que jusqu'à ce moment où nous parlons, il siège bien comme maire à la commune de Bafoussam 1er. Alors, nous parlons là des contemporains. Qu'il s'agisse de René Emmanuel Sadi, de Nyan Cyril, de Madame Essamé, ils sont là. C'est des cas que l'on peut vérifier, même si les écrits n'existent pas. Vous pouvez les interroger, si vous le voulez, pour demander si ces faits sont vrais. En tout cas, vous voyez donc que, à partir de ces exemples-là, il ne fait point de doute que l'article 15 de la Constitution s'applique aussi aux conseillers municipaux. Parce que le seul fondement qui a pu permettre qu'ils se maintiennent en fonction, ayant été exclus par leur parti, c'est bien la conséquence de l'interdiction du mandat impératif, qui a été énoncé avec l'adverbe tout. Tout mandat, qu'il soit donc parlementaire ou municipal. Alors, cette compréhension entraîne donc quelques conséquences sur la candidature de Maurice Kamto. Alors, sur le cas de la candidature du professeur Kamto, nous avons lu l'article 121 qui commence par dire à l'alinéa 1, tout candidat peut être investi, premier tiré, par un parti politique, sans condition. Et donc, il n'y a donc pas d'objection, si on devrait rester au niveau de l'alinéa premier, que le FCC ou le MRC puisse investir le professeur Kamto. Si on s'arrêtait uniquement là, parce qu'il s'agit des partis légalisés, donc personne ne peut leur contester cette stature-là. Là où il y a problème, c'est l'alinéa 2 de l'article 121. Et donc, cet alinéa 2 ne parle même pas de partis représentés, mais exclut la possibilité d'une investiture directe pour les partis non représentés. Et la compréhension de cet article va solliciter encore une autre technique juridique de raisonnement, qu'on appelle le raisonnement a contrario. Ça veut dire que lorsqu'une règle est formulée sous la forme négative, ça veut dire que c'est le contraire qui s'applique. Comme pour dire que, en imposant aux partis politiques non représentés de passer par la voie de 300 signatures, cet alinéa 2 voulait dire que les partis représentés peuvent donc investir directement. C'est encore du droit. Raisonnement a contrario. C'est pas du folklore, c'est pas la... C'est du droit, c'est un art, c'est une science. Et donc, le problème qui va donc se poser, c'est qu'est-ce qu'on entend par parti représenté? Alors, comme je l'ai dit, il y a une absence complète de définition dans le code électoral. Mais, alors si on devrait aller vers l'article 15, nous allons voir les conséquences qui vont en découler. Mais pour nous, nous avons voulu, l'interprétation que je donne dans les communications que je fais depuis,
c'est une interprétation de compromis. Parce que, il faut bien comprendre que cet alinéa 2 intervient en 2012. En 2011, il y a eu la dernière présidentielle. Et à l'occasion de cette dernière présidentielle, où on exigeait des partis, aucune condition. Tout parti pouvait présenter un candidat. Mais pour l'élection de 2011, il y a 59 candidats. Et dans les exposés des motifs, on voit très bien qu'il est question de resserrer un tout petit peu. Les candidatures indépendantes sont assez lourdes. C'est pas facile. Et surtout avec la discipline qui caractérise le RDPC qui est majoritaire dans toutes ces assemblées, ce n'est pas facile. Et donc, si la caution constitue déjà le premier obstacle, au niveau législatif, on a voulu situer un deuxième obstacle pour ne permettre d'ouvrir l'ambition présidentielle qu'aux partis jouissant d'une certaine crédibilité, d'une certaine assise populaire. Et c'est de là donc qu'est venu cet alinéa 2 qui vise donc un peu à éviter les aventuriers. Alors, si l'on se situe donc dans cette perspective, on doit comprendre la représentation dans son sens juridique classique et dans son sens en français tel que nous le connaissons. Or, nous sommes tous membres des réunions ici. Quand nous disons à quelqu'un d'aller nous représenter, c'est qui? Représenter en français ordinaire. Et qui est la même définition en droit? Mais c'est siéger, figurer, parler au nom de quelqu'un ou défendre ses intérêts en son absence. Il s'agit de porter le flambeau de quelqu'un qui n'est pas là, de défendre les intérêts de quelqu'un qui n'est pas là. Alors, et pour ce qui est des partis politiques, quoiqu'étant des personnes morales, comme toutes les autres personnes morales, mais les partis politiques sont des entités immatérielles, des entités incorporelles, elles n'ont pas de corps. Et ce qui veut dire que si on dit qu'un parti est représenté, cela suppose qu'il a des personnes qui siègent en ces lieux et places. Et ces personnes sont naturellement des militants dans le contexte des partis politiques. Pour les sociétés, c'est leur représentant, le directeur général. Pour les partis, il faut avoir quelqu'un qui siège en terrain. Alors, si nous considérons donc que un parti politique, que représenter, c'est défendre les intérêts, mais vous comprenez que c'est une absurdité que l'on dise aujourd'hui que l'honorable Jean-Michel Nietzsche représente le SDF avec lequel il est en conflit. Est-ce que vous pouvez demander à votre adversaire d'aller vous représenter à la réunion? Est-ce que c'est possible? Vous ne donnez votre mandat qu'à quelqu'un de confiance. Or, quelqu'un qui a été exclu, on dit que lui, il représente. Est-ce que ça fait sens? Ça ne fait pas sens. Donc, il y a une impossibilité, n'est-ce pas, pour un parti qui a été exclu ou qui est démissionnaire de représenter son ancien parti. Et la conséquence aussi que c'est quoi? Un parti qui était représenté jusque-là peut cesser d'être représenté si tous ses élus démissionnent. Supposez que Jean-Michel Nietzsche soit le seul député du SDF et qu'il soit exclu. Le SDF est présent au Parlement comment? Par qui? Alors qu'il n'y a aucun militant, aucun député. C'est la conséquence naturelle du sens que l'on peut donner au mot représenté tel qu'il est compris en droit et dans la vie courante. Alors donc, l'autre conséquence, c'est que quoi? C'est que la représentation est dynamique. Elle n'est pas figée. Parce que le jour où l'élu entre dans l'Assemblée, il porte l'étendard du parti qu'il a investi. Et pendant toute la période où il a siégé pour le compte de ce parti, il le représente. Mais le jour où il est exclu, où il démissionne, la représentation change et peut donc être maintenant portée sur une autre formation politique. Et donc, si l'on comprend la représentation ainsi, il va de soi que le FCC est représenté. Parce que pendant que l'Assemblée nationale siège, il y a quelqu'un qui porte sa voix, en la personne de Jean-Michel Nietzsche. Il est évident que le MRC est désormais représenté dans les conseils municipaux. Parce qu'au regard de la jurisprudence que je viens de citer, au regard du sort qui sera le vôtre, vous n'allez pas être chassé de la mairie. Vous allez continuer à y siéger. Et au sens de la représentation
vous portez l'étendard du MRC. Et le MRC est donc représenté. Mais nos adversaires politiques, et je vais terminer par là, essayent de donner à la représentation un autre sens. Concédons le leur. Jouons dans leur camp. Alors, ils considèrent la représentation comme quoi? Ils disent que un parti représenté, c'est celui qui a présenté des candidats à l'élection et qui a eu des élus. Autrement dit, pour eux, un parti qui a boycotté ne peut jamais être représenté. Alors, la conséquence de cette acception, tirons-la sur toute la ligne. Alors, si on prend la représentation dans ce sens, il va de soi que au moment où Jean-Michel Nietzsche est député, il est investi par le SDF. Donc le FCC n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. Le MRC, pour avoir boycotté les élections, ne peut pas être représenté. Mais notez déjà que la définition qui est donnée ainsi de la représentation par nos adversaires politiques considère quand même les partis qui n'ont eu des élus qu'à la suite d'une nomination, notamment le cas des sénateurs que le chef de l'État a nommé au Sénat. Parce que quand il publie la liste, vous allez voir qu'il y a des partis là-dedans qui, n'ayant pas eu des élus dans l'élection, ont quand même eu des sénateurs par la voie de la nomination. Fragilisation déjà de leur définition de la représentation. Mais dans tous les cas, cet alinéa 2 qui parle de représenter, si on devait l'interpréter au sens du RDPC, mais serait une disposition anticonstitutionnelle. Parce que, du fait que le législateur n'a pas défini la notion de parti représenté, on remonte à l'article 15. Et nous avons dit, l'article 15 dit quoi? Tout député, le député représente l'ensemble de la nation. Un élu ne représente donc pas un parti. Un élu ne représente pas un courant. Il représente l'ensemble de la nation. Et à partir du moment où le texte fondamental l'a dit, aucune loi dans un régime démocratique qui consacre la hiérarchie des normes juridiques ne saurait admettre l'application d'une loi qui viole la Constitution. C'est vrai. Au moment où nous disons, nous constatons que cette loi est anticonstitutionnelle. Et on nous interpelle, on dit, mais vous, juristes, vous aurez pu agir. Mais le contrôle de constitutionnalité par voie d'action au Cameroun est verrouillé. Quand je parle du contrôle de constitutionnalité par voie d'action, cela veut dire la possibilité qu'a un citoyen d'attaquer une loi au lendemain de sa promulgation par le chef de l'État. En l'état actuel, il n'y a que le chef de l'État qui peut demander une seconde lecture, c'est-à-dire avant la promulgation. Il n'y a que le président du Sénat, il n'y a que le président de l'Assemblée nationale, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs. Donc c'est verrouillé. Cependant, alors, si donc on comprend la représentation ici et que le professeur Kamto se fasse donc investir par le FCC ou par le MRC, il va de soi qu'Ele Kam va rejeter sa candidature. Mais ce rejet ne doit pas nous inquiéter. Je dis bien, le rejet de la candidature à ce niveau ne doit pas nous inquiéter. Parce que le résultat que nous escomptons va être obtenu devant. En réalité, lorsqu'Ele Kam rejette une candidature, il y a le droit de recours devant le Conseil constitutionnel. Et c'est intéressant, parce que le Conseil constitutionnel est la juridiction compétente pour assurer le contrôle de constitutionnalité des lois. Si nos textes interdisent le contrôle de constitutionnalité par voie d'action, il admet par contre le contrôle de constitutionnalité par voie d'exception. Cela veut dire qu'un individu, un parti politique, qui est victime d'une loi anticonstitutionnelle, qui lui fait grief, à l'occasion du recours devant le Conseil constitutionnel, peut poser comme question préalable celle de la constitutionnalité du texte qui lui fait grief. Or, Ele Kam, en rejetant la candidature du professeur Kamto, mais va vous donner le fondement. Il va dire le MRC n'est pas représenté parce qu'à son sens, la représentation signifie avoir présenté des candidats et avoir obtenu des députés. Une fois que la constitutionnalité est constituée, parce qu'on va opposer cet alinéa 2 avec l'article 15, qui ne permet pas, donc qui ne permet pas à un élu de représenter un parti. Et donc, la conséquence c'est quoi?
c'est que cela nous oblige à remonter à l'alinéa premier. Parce que l'article 2 est neutralisé. Et si l'alinéa premier doit refaire surface, il va de soi que tout parti investit sans avoir besoin d'aucune quelconque condition. Donc voilà, chers amis, le résultat auquel nous aboutissons, comme pour dire que cette cérémonie est importante parce que, quelle que soit l'hypothèse, à partir du moment où on a investi, si la candidature est admise d'office, tant mieux. S'ils épousent notre notion de représentation, qui concilie l'esprit de 2012. Mais si on la rejette sur la base de l'alinéa 2, un recours est possible. Le recours en inconstitutionnalité, dont l'aboutissement, c'est l'application de l'article 1 et qui conforte donc la candidature du professeur Kampo. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette autre émission de Talk. Nous sommes déplacés pour Bafoussam. Monsieur le maire, merci infiniment. Merci à vous et je serai très content que nous puissions, à d'autres occasions, faire d'autres entretiens pour expliquer comment est-ce que nous pensons organiser la lutte pour l'alternance dans notre pays. Soyez vraiment rassurés, je serai disponible. Merci infiniment, monsieur le maire. Merci infiniment, maître. On vous souhaite très bonne journée. Merci beaucoup.